Nous sommes le vendredi 17 mai, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici le sommaire de ce soir. Facebook supprime 265 faux comptes pilotés selon lui depuis Israël. Les contenus concernaient notamment la vie politique de plusieurs pays africains. Des pluies torrentielles ont fait 15 morts au Mali et des dégâts matériels importants, du jamais vu depuis plusieurs années. Et en fin d'édition, rencontre avec la styliste sénégalaise Adama Paris. Elle conçoit son travail comme un engagement politico-culturel. Facebook a supprimé plus de 250 comptes sur ses réseaux sociaux, des comptes, mais aussi des pages, des groupes qui diffusaient de fausses informations à destination de l'Afrique. Tous ces comptes faisaient partie des mêmes réseaux gérés par une entreprise israélienne. Son but, influencer le débat politique, comme nous l'explique Olivier Weber. Une publication sur Facebook qui ressemble à des milliers d'autres, émanant d'un compte appelé la RDC Secret. Elle commente l'actualité politique congolaise en mars dernier, critiquant Martin Fayoulou pour son refus d'avouer sa défaite dans l'élection présidentielle. Eh bien, ce compte est un faux, derrière lequel se cache en réalité une entreprise israélienne. Il s'agit d'un exemple des quelques 265 comptes, pages et groupes que Facebook a désactivés. Ces comptes visaient les internautes de plusieurs pays d'Afrique, la RDC, le Nigeria, le Sénégal, le Togo, l'Angola ou encore le Niger. Souvent des pays en période d'élection. En tout, ces différents comptes étaient suivis par 2,8 millions de personnes. Ils diffusaient de fausses informations ou tentaient d'influer de manière malhonnête sur le débat politique. Ces comptes se faisaient aussi passer pour des acteurs locaux, soit en comportement dit inauthentique qui justifiait leur suppression selon Facebook. Le groupe américain tente ainsi de répondre aux critiques qui lui reprochent de laisser proliférer la désinformation sur ses réseaux. On constate que l'Afrique sert de laboratoire pour ces acteurs. Quand ils voient que leurs méthodes fonctionnent en Afrique, ils les utilisent ailleurs. Je pense que Facebook doit faire attention à la manière dont le produit est utilisé par les gens en Afrique. Le responsable de la sécurité de Facebook, Nathaniel Gleicher, a expliqué, je cite, « Nous travaillons constamment à détecter et à arrêter ce type d'activité car nous ne voulons pas que nos services soient utilisés pour manipuler des personnes. Nous supprimons ces pages et ces comptes en fonction de leur comportement et non du contenu qu'ils ont publié. » Autre exemple de faux compte, cette page appelée l'Afrique cachée est destinée aux internautes maliens. Elle affirmait qu'Airbus aurait investi dans une mine d'or appartenant à un proche du pouvoir au Mali, une infox. Fait rare, l'enquête de Facebook est parvenue à désigner très précisément les créateurs de ces comptes, l'entreprise israélienne Archimède Group. L'ensemble des comptes gérés ou créés par l'entreprise ont été supprimés. Il lui sera désormais interdit d'en créer de nouveaux. Je vous le disais en titre, le Mali est en deuil. Des inondations provoquées par une forte pluie ont fait 15 morts hier à Bamako et des dégâts matériels importants. Des véhicules ont été emportés par les eaux, des maisons se sont écroulées et de nombreuses personnes sont sans abri. Un comité de crise a été créé pour suivre la situation. Le point avec Myriam Lawari. 14 cm, c'est l'énorme quantité d'eau dans les rues de Bamako au pic de l'inondation hier matin. Des pluies torrentielles se sont abattues dans la capitale malienne, du jamais vu depuis plusieurs années. Un bilan provisoire fait état d'au moins 16 morts, mais des dizaines d'autres sont blessés et des centaines se retrouvent sans abri. Awa a perdu 4 proches. On a perdu toutes nos affaires. L'eau nous a tout pris, tout ce qu'on avait. L'eau nous a tout pris. J'ai perdu 4 amis. Un comité de crise a été créé pour suivre la situation et surtout aider les sinistrés. 24 heures plus tard, même si la vie a repris son cours, l'eau était encore présente. Mais il est l'heure de passer aux conclusions. Pour moi, c'est un avertissement pour les habitants de Diamakoro. Le gouvernement ne vient qu'après que les dégâts aient été faits. Nous devons nous assurer de ne plus perdre de vie. Nous devons être plus propres. C'est à cause des ordures que la rivière a débordé. Pour les locaux, des pluies de ce type sont fréquentes.
Cette inondation serait le fruit d'un mauvais entretien des évacuations d'eau. Les résidents des quartiers populaires de la capitale parlent d'évacuations bloquées par de nombreux déchets. Le ministre de la Santé s'est rendu sur les lieux pour essayer de rassurer la population. La mairie de Bamako a expliqué de son côté, dans un communiqué, que cette tragédie devait servir de leçon et appelle donc les résidents à un changement de comportement afin d'arrêter de construire des habitations sur des terrains impraticables. Même si le pire est désormais derrière eux, ces hommes et ces femmes se retrouvent une nouvelle fois, le temps d'une nuit, à la merci d'une nouvelle catastrophe. Le reste de l'actualité en bref et en images. Au Soudan, des manifestants ont démantelé aujourd'hui des barricades à Khartoum. Ils ont cependant menacé de les rétablir si les généraux ne reprenaient pas les négociations sur le transfert du pouvoir. La fermeture du boulevard du Nil avait créé le chaos dans une bonne partie de la capitale et poussé l'armée à suspendre mercredi soir le dialogue avec les leaders de la contestation. Taïwan est devenu le premier pays d'Asie à adopter une loi qui légalise le mariage homosexuel, 2 ans après un arrêt historique en ce sens de la plus haute juridiction de l'île. Des centaines de défenseurs des droits des homosexuels se sont rassemblés malgré l'appui devant le Parlement de la capitale Taipei pour accueillir cette décision historique. Et puis, Hong Kong va abattre 6000 porcs après la détection des premiers cas de peste porcine près de la frontière avec la Chine. Pékin a indiqué que plus d'1 million de porcs avaient déjà été abattus afin de contenir la propagation du virus. Un virus qui n'est pas dangereux pour l'être humain, mais est fatal pour les porcs. Partons aux États-Unis, où le président Donald Trump a esquissé les grandes lignes des nouveaux systèmes d'immigration. Objectif : favoriser les travailleurs plus jeunes, plus instruits et anglophones et s'éloigner du système actuel qui favorise les demandeurs ayant des liens familiaux aux États-Unis. Une vision que ne partagent pas les démocrates. Récit de Pierre-Antoine Denis. Dans la roseraie de la Maison-Blanche, le président Trump, rayonnant de joie, a dévoilé ses plans pour une réforme controversée de l'immigration. Nous chérissons la porte ouverte que nous voulons créer pour notre pays, mais il est nécessaire qu'une grande partie de ces immigrants soient choisis au mérite et à la compétence. Ces plans s'éloignent du système actuel qui favorise les demandeurs ayant des liens familiaux avec les États-Unis. Ils promettent aussi de renforcer la sécurité aux frontières et d'adopter une position plus stricte à l'égard des demandeurs d'asile. Toutefois, les propositions doivent être approuvées par le Congrès américain pour avoir force de loi. Et avec les démocrates qui contrôlent actuellement la Chambre basse, c'est loin d'être chose faite. Cette réforme mine le système d'immigration familiale qui a été la pierre angulaire de la politique d'immigration de notre pays. De plus, cela sous-entend que le pays a seulement besoin d'un seul groupe de travailleurs hautement qualifiés, alors que nous savons qu'il a désespérément besoin de travailleurs de tous les niveaux de compétences. Ce n'est donc pas un plan, c'est une autre tentative pour financer son mur. Les propositions du président Trump font également l'objet de critiques de la part de la droite, parce que ces plans ne contiennent aucune proposition visant à limiter réellement le volume de l'immigration aux États-Unis. À l'heure actuelle, la situation semble donc au point mort, montrant une fois de plus que la question de l'immigration continue de diviser les États-Unis. BBC Info se poursuit avec ce coup de projecteur sur la Sénégalaise Adama Paris. Créatrice de mode et entrepreneur, elle est à la tête de sa propre marque. La styliste organise chaque année la Dakar Fashion Week et a créé la chaîne de télévision Fashion Africa. Son ambition est de continuer à faire rayonner la mode africaine. Des jours comme ça, je reçois un mail de la styliste, par exemple de Beyoncé, qui dit oui, ben voilà, on a aimé votre collection, et qui fait des copies, est-ce qu'on peut en avoir pour Beyoncé? Qui est Adama Paris? Je pense que je suis une fille cool. Je suis une Sénégalaise qui a vécu un peu partout. J'ai eu la chance d'avoir c'est une chance d'avoir des parents qui ont beaucoup voyagé, diplomates qui m'ont amenée partout. Et ça fait de moi une fille du monde. J'ai commencé jeune, parce que je suis encore... ça fait 17 ans et je pense que le travail paye un bout d'un moment. Je récolte les fruits d'un long travail très dur et très prenant. J'ai construit ma marque avec beaucoup de travail, de sueur, de passion,
de rencontres aussi. Je pense que la marque Adama Paris, c'est tout ça, c'est mes voyages, c'est mon vécu de femme et c'est mon envie aussi de mélanger ou de faire un pont entre l'Europe, l'Occident, l'Amérique et l'Afrique. Je travaille pas mal de tissus, mais depuis quelques années, j'ai une conscience de faire travailler le tissu africain que plus le pagne. Le pagne tissé de chez nous, le coton de chez nous. Donc j'essaie à chaque collection, en tout cas de l'incorporer et d'essayer d'aller, ce qui est assez difficile, les gens ne se rendent pas compte, vers cette mode assez ethical and sustainable. Et j'essaie de faire travailler des gens dans la chaîne de valeur pour pas que parler de give back, mais de le vivre. Pour le continent africain, c'est assez difficile parce qu'on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas de structure, on n'a pas d'accompagnement. Donc c'est certainement plus difficile pour une femme noire africaine qu'une femme noire américaine. J'ai été très occupée à gagner de l'argent par des productions que je fais. C'est comme ça que la marque a pu se nourrir finalement. On n'a jamais eu d'investisseurs, on n'a jamais eu de prêts bancaires, on n'a jamais eu, en 17 ans, on n'a jamais rien eu. Et en fait, j'ai créé comme ça une espèce de petit empire où on a la télévision qui rapporte un peu d'argent, qu'on met dans les Dakar Fashion Week et dans Black Fashion Week. On a Black Fashion Week quand ça marche à Prague, on l'amène à Montréal et là on va l'amener à New York. Voilà, on a plein de petites entreprises de mode. On a l'agence Adama Paris Agency. Je pense que c'est mon passé de banquière qui m'a un peu permis de pouvoir diversifier comme ça, de ne pas mettre les mêmes œufs dans un même panier. Mon social media que je préfère, c'est Instagram. Et pourquoi? Parce que c'est ça, c'est des photos. Et j'adore les photos sous toutes leurs formes. Et c'est pour ça que d'ailleurs je suis beaucoup suivie sur Instagram. En fait, j'ai même plus de followers sur Facebook, mais je m'en occupe pas. Facebook, je pense qu'on a 200 000, mais Instagram, c'est 80. Après la mode, c'est le moment de parler sport et pour cela, on retrouve comme d'habitude Emmanuel Coste. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nicolas. En football, il y a 2 matchs importants à suivre ce week-end et on commence par évoquer la finale de la Coupe de la Confédération entre 2 clubs d'Afrique du Nord. Oui, tout à fait. Renaissance Berkane, un club marocain qui accueille en finale aller, ce sera dimanche en soirée, le Grand Zamalek du Caire. C'est un petit peu David contre Goliath, un cliché facile, me direz-vous, pour emprunter au cliché sportif. Mais c'est un petit peu vrai quand même, parce que la Renaissance Berkane n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique, quelle qu'elle soit, que ce soit la Ligue des Champions ou la Coupe de la CAF, alors que le Zamalek, bien sûr, a soulevé 5 fois déjà le trophée de la C1. Finale retour dimanche en 8, donc au Caire. Et le Zamalek recevra David contre Goliath, aussi on pourrait dire la même chose à propos de la FA Cup, de la finale de la Coupe d'Angleterre, demain après-midi au stade de Wembley entre Manchester City et Watford, un match que j'aurai le plaisir d'ailleurs, soit dit en passant, de vous commenter à la radio dans Samedi Foot sur BBC Afrique. Man City qui est en lice pour le triplé après ses triomphes bien sûr en championnat et avant cela en Coupe de la Ligue, face à Watford, les Hornets qui sont arrivés que 11e au classement final du championnat, et en plus Manchester City a déjà gagné ses 2 matchs de Première Ligue cette saison, donc avantage au pluriel, je dirais, à l'équipe de Pep Guardiola. Coup d'envoi, 16h GMT, demain après-midi. Sensation en Italie, Massimiliano Allegri ne sera plus le manager de la Juventus de Turin la saison prochaine, c'est ce qu'a indiqué le club. Et pourtant, Allegri a un bilan impressionnant après 5 saisons passées à la tête de la Juve, 5 titres de champion, 4 coupes d'Italie et 2 participations à la finale de la Ligue des Champions. Oui, mais voilà, la Ligue des Champions était le principal objectif de la Juve cette saison. Or, le club italien a été éliminé, Nicolas, éliminé en quart de finale par l'Ajax d'Amsterdam. Et c'est là où le bas a peut-être blessé cette saison pour Massimiliano Allegri. Merci Emmanuel. Et pour terminer, nous allons nous intéresser à une superbe voiture jouée, impressionnante, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit hyper confortable. Regardez, il a fallu 8 mois de travail et 320 000 briques pour construire cette Bugatti. Elle est actuellement exposée à la maison Lego au Danemark, lieu de naissance des célèbres jouets. La voiture peut accueillir 2 passagers et est équipée d'un moteur. Elle peut rouler jusqu'à 20 km/h. Fin de ce BBC Info, merci de votre fidélité. Beauté à tous ceux qui nous suivent depuis la RDC et la République du Congo sur Aga TV. Demain, Claire Mendy sera avec vous pour BBC Echo et dimanche, Pierre-Antoine Denis pour BBC Hebdo. Au revoir
et à bientôt.